Chers amis cathésiens et des environs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la dernière édition du journal télévisé de Beffroi Vision pour cette année 2020. Et nous aurons au menu de ce dernier journal quelques points intéressants malgré les difficultés et le ralenti des activités que nous connaissons depuis plusieurs mois. C'est ainsi que nous pourrons parler de la distribution des chocolats de Noël aux résidents des maisons de santé, de la remise des cadeaux de Noël au service pédiatrie du centre hospitalier de Cambrai, organisé par des cathésiens. Et puis, pour clore un petit peu ce chapitre des festivités de Noël, nous allons revenir sur des activités plus artistiques avec le déploiement d'une étude de faisabilité du déplacement du plafond peint par Matisse au musée Henri Matisse. Nous verrons un peu le détail de cette opération plus spectaculaire qu'il n'y paraît. Nous continuons, plutôt que de terminer ce journal, par la remise des diplômes à la première promotion formée au métier d'aide-soignante au Cateau. Dans le même esprit, un petit peu officiel, cette fois, je vous parlerai de la signature de la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité. Enfin, quand je dis je vous parlerai, on vous parlera de cette signature de la charte d'engagement des finances publiques, et vous verrez que c'est un sujet qui vous concerne directement. Et nous aborderons ensuite les points saillants du Conseil communautaire qui s'est tenu à Beauvois le 16 décembre, qui impacte aussi les décisions prises sur notre territoire. Et enfin, pour terminer, nous terminerons sur une touche un peu artistique et nous referons une référence à Matisse, qui est un des personnages illustres du Cateau, comme nous le savons tous. Le 21 décembre 2020, c'est-à-dire il y a 2 jours, Madame Joëlle Manès, qui est maire adjointe du Cateau chargée des seniors, a pu remettre aux résidents des 2 maisons de retraite de la ville du Cateau les traditionnels chocolats. Une distribution particulière puisque la remise a été faite au personnel des établissements qui sont les seuls habilités à pouvoir contacter dans ces temps de crise les résidents. Vous allez en savoir plus dans quelques instants. Eh bien bonjour, donc comme chaque année nous venons pour la distribution des chocolats de Noël pour nos résidents. Alors cette année, eh bien c'est exceptionnel puisque avec la Covid nous sommes obligés de venir en restreint. Donc je suis venue toute seule de la mairie, j'excuse mes collègues mais on ne peut pas faire autrement. Donc je remercie la direction de nous recevoir aujourd'hui, Monsieur Liétin. Et puis, donc les chocolats seront distribués par le personnel et nous offrons aussi au personnel soignant des chocolats aussi, parce que ça doit être vraiment difficile cette année aussi de travailler dans ces conditions. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc voilà, donc la municipalité est heureuse de vous remettre tous ces chocolats pour nos résidents. Vous leur souhaiterez de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une meilleure année pour 2021 en espérant pouvoir venir les rencontrer. Voilà, madame, si vous voulez dire quelques mots. Oui, on vous remercie énormément pour ces gestes que vous faites au fur et à mesure de l'année. Toute l'année, vous êtes avec nous, à nos côtés, et à côté de nos résidents pour toutes les fêtes en général. C'est vrai que cette année, malheureusement, on ne peut pas vous permettre d'aller au-devant de nos personnes âgées. Sachez que le personnel est vraiment très investi auprès d'eux et que l'on a mis en place beaucoup de choses pour garantir le lien social. Ils vont pouvoir rentrer à domicile s'ils le souhaitent cette année. On renforce les temps de visite, on accepte un peu plus de visiteurs en cette fin d'année, mais c'est vrai qu'on veut vraiment éviter les entrées des extérieurs au sein de l'établissement qui pourraient nous faire entrer le virus. Vous avez quand même un point positif, vous n'avez pas eu de contamination ici, donc il faut le dire. On en est très heureux. Oui, il n'y a pas eu de contamination au sein de la résidence, donc c'est déjà une bonne chose. Et on garde effectivement cette vigilance pour essayer d'éviter. C'est pour ça qu'on évite de rentrer d'ailleurs. Voilà. Mais sachez qu'ils seront bien distribués et on vous enverra des petites photos pour que vous puissiez profiter un peu de ces moments-là du personnel et puis pour les personnes âgées. Et nous avons eu les élections du CBS donc ce vendredi où deux résidents ont été nommés au sein de l'EHPAD et effectivement ils vont pouvoir aller donner ça à leurs amis. Bien, merci beaucoup. En pensant bien à vous. Donc on remercie beaucoup Monsieur le maire et toutes vos équipes pour ce soutien dont on a vraiment besoin effectivement au sein de l'établissement. Merci. Bien voilà, donc nous sommes venus vous apporter les chocolats pour nos résidents, pour Noël. Malheureusement, on ne peut pas leur rendre visite. Donc vous leur souhaiterez de la part de la municipalité donc, de joyeuses fêtes de Noël.
et en espérant pouvoir les rencontrer l'année prochaine, donc, ou tout au moins peut-être en janvier, mais ce qui m'étonnerait. Oui. Et puis féliciter tout le personnel du travail que vous faites autour de nos aînés. Merci beaucoup, gentil. on leur transmettra avec plaisir. Et puis, merci. Des petits chocolats pour vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonjour Madame Serrano. Oui. Ça sera fait. Bonne fête de fin d'année à vous aussi. Merci. À toute la mairie. D'accord. Le 17 décembre dernier, les stagiaires du Greta du Cateau ont pu remettre des jouets aux enfants du service pédiatrie de l'hôpital de Cambrai. Une initiative à souligner, c'est une initiative pleine de générosité pour des enfants qui souffrent et qu'il ne faut pas oublier dans ces périodes de fête dont nous avons la chance de profiter. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis stagiaire au Greta Grand Hainaut de Le Cateau. Suite à notre formation, nous avons dû mettre en place un projet Soft Skills. Suite à notre réunion, nous avons décidé de faire sur les enfants malades de l'hôpital de Cambrai. Nous avons donc vendu des cases afin de récolter un maximum d'argent pour acheter tous ces cadeaux qui sont présents, ainsi que remettre une enveloppe avec l'argent qu'on a obtenu en plus. Voilà. Alors, où vont aller ces cadeaux ? Tous ces cadeaux vont être distribués au centre hospitalier de Cambrai pour le service pédiatrie. Donc on a acheté des cadeaux de tout âge afin de pouvoir répartir au mieux les cadeaux pour tous les enfants pendant cette période difficile loin de leur famille. Delphine Landa, je suis cadre de santé au centre hospitalier de Cambrai, service pédiatrie, et je suis accompagnée de... Héloïse Figurelli, je suis éducatrice spécialisée. Voilà. Et donc, nous sommes venus à la rencontre du Greta, qui ont préparé, comme vous pouvez le voir, beaucoup de cadeaux pour les enfants hospitalisés en cette période de Noël. Voilà. Donc, on est forcément très content et très sensible à cette remise de cadeaux, de voir que on a encore des personnes qui se soucient du bien-être des autres et qui font tout leur maximum pour apporter aux enfants hospitalisés. Très très belle action des adultes en formation dans l'établissement. L'accueil du Greta Grand Hainaut dans les établissements scolaires est indispensable pour la mixité des publics et pour montrer à nos élèves déjà en formation initiale que de toute façon la formation initiale tout au long de la vie est indispensable. Et c'est toujours un grand bonheur de voir se côtoyer au quotidien des préadolescents, des adolescents, des adultes et des grands adultes dans une même structure de formation. Maintenant, la proposition m'avait été faite de faire quelque chose sur les savoir-être et les savoir-faire par les adultes du Greta. Et j'avais dit évidemment je suis partant et je suis content de voir derrière moi une montagne de cadeaux récoltés par les adultes en formation pour la distribution de ces cadeaux aux enfants hospitalisés de l'hôpital de Cambrai. J'espère et j'imagine déjà que la lumière brillera dans leurs yeux quand ils déballeront leurs cadeaux offerts par le Greta Grand Hainaut. Alors le Greta, c'est le groupement des établissements scolaires, le Greta Grand Hainaut, donc ça couvre Cambrai, le Cambrésis, ça couvre le Valenciennois, ça couvre le Maubeugeois et le Douaisis. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement de le Cateau-Cambrésis, le Sémaphore, ce qu'on appelle le Sémaphore, c'est un centre de formation où on va trouver deux dispositifs majeurs, c'est-à-dire Léa, lire, écrire, apprendre, pour les personnes qui ont des difficultés de base en remise à niveau, français, mathématiques. Donc on accueille du public durant toute la semaine. Ce public est évalué, il est positionné, il y a un plan de formation qui est fait, et il y a un contrat qui est passé avec la personne. Donc la formation peut durer de quelques, centaines d'heures jusqu'à 600 heures, selon les besoins. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins. Au bout de cette formation-là, l'objectif, c'est de pouvoir passer au stade supérieur, c'est-à-dire Cléa, la DVE, de façon à pouvoir préparer la certification Cléa. La certification Cléa se décline en 7 domaines.
Vous avez le domaine, le premier, le français, donc maîtriser les bases du français. Ensuite, le domaine 2, c'est les mathématiques. Le domaine 3, c'est l'informatique, tout ce qui est numérique, de façon plus générique. Ensuite, vous avez savoir travailler en équipe. Vous avez savoir travailler individuellement. Vous avez le 6e domaine, c'est apprendre à apprendre. Donc, savoir-être, connaissance de soi. Et le 7e, qui est le domaine qui réunit un peu différentes choses, c'est-à-dire gestes et postures, par exemple, savoir soulever une charge, déplacer une charge. Mais ça peut être également le développement durable, ça peut être également les premiers secours, hein, ça peut être également l'hygiène et la sécurité au travail. Voilà, donc tout ça, ça forme les 7 domaines de compétences qui permettent, et si le stagiaire réussit dans ces 7 domaines, suite à l'évaluation finale, il obtient sa certification. Avec cette certification-là, qui commence à être connue dans le monde de l'emploi, puisque c'est quand même les employeurs, les chefs d'entreprise qui ont souhaité cette mise en place de cette certification. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque le stagiaire vient avec son CV et que c'est écrit dessus certification CLEA, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'employeur peut embaucher une personne qui est prête soit à travailler, soit prête à être formée, puisqu'elle a des connaissances de base dans tous ces domaines que je vous ai cités, hein, et ça lui permet d'avancer. Ça lui permet d'avancer avec le salarié sans aller à l'aveugle. Il sait qu'elle a déjà des références de base. Donc nous, on travaille avec nos stagiaires toute la semaine. On a la remise à niveau. Moi, je m'occupe de toutes ces remises à niveau en français, mathématiques, informatique. J'ai 2 collègues qui interviennent, une en orientation, pour les faire travailler sur leur projet professionnel. Dans ce cadre-là, elles peuvent faire 4 semaines d'entreprise, c'est-à-dire 140 heures d'entreprise, pour soit découvrir un milieu, soit se conforter sur un milieu professionnel, sur un objectif professionnel qui a été défini en amont. Et une autre collègue qui intervient sur les soft skills. Alors les soft skills, ce sont les compétences douces, c'est-à-dire les savoir-être. Aujourd'hui, il faut savoir que les employeurs sont très friands des soft skills. Pourquoi ? Parce que 2 personnes avec le même diplôme, les mêmes compétences, avec l'une, ça va bien se passer parce qu'elle a la fibre, elle sait parler aux gens, elle est agréable, elle est souriante, elle sait faire... Voilà, elle est autoritaire, mais comme on dit, une main d'acier dans un grand velours. Voilà, c'est tout à fait l'image. La personne passe bien, le courant passe bien. Et l'autre personne, elle va savoir faire également, mais ça va être froid. Elle ne va pas arriver à rentrer en lien et en fusion avec ses collègues. Et ça, les employeurs s'en sont rendus compte et ils mettent vraiment l'accent là-dessus aujourd'hui. Donc nous, on intervient là-dessus, on leur apprend effectivement à développer leur savoir-être. Et dans ces savoir-être, comme vous avez pu le voir précédemment, il y a effectivement des mises en place de projets. Et là, ils nous ont bluffé avec leur projet de faire plaisir aux enfants malades durant la période de Noël. Ça touche tout le monde, forcément. Et c'est, pour une grande partie, ce sont des parents, donc ils savent ce que c'est d'avoir des enfants. Et vraiment de leur faire plaisir, d'offrir tous ces cadeaux, une multitude de cadeaux de tout âge. Pour ces jeunes qui sont hospitalisés en cette période de Noël, c'est quand même vraiment un très beau projet. Et donc ça leur apprend à tout simplement donner de leur personne et c'est joli, quoi. C'est des compétences qui rajoutent à leurs compétences. Donc comme j'en parlais à l'instant avec le journaliste de La Voix du Nord, ici au sein du Greta, on ne fait pas des maths pour faire des maths, on ne fait pas du français pour faire du français. Ça fait longtemps, ça fait plus de 35 ans que je suis dans la formation continue. Ça fait longtemps que je me suis rendu compte que les gens ne supportent plus ce discours-là. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est comprendre pourquoi ils font des maths, pourquoi ils font du français. Donc on fait ce qu'on appelle des situations didactisées. Une situation didactisée, c'est un thème. C'est un thème, là par exemple dernièrement j'aurais donné la mission, voilà, vous êtes chef de service dans une restauration scolaire et dans le cadre de cette restauration scolaire, vous devez préparer un repas. Donc à partir de là, ils ont dû faire tout le repas. Alors bien sûr ils ont des documents ressources, et avec ces documents ressources, ils ont fait des recherches, ils étaient en groupe de 3 et ils ont dû chercher l'équilibre alimentaire. Ils ont dû apprendre comment faire une assiette équilibrée. Ils ont dû également faire de l'environnement dans le cadre, on choisit des légumes de saison et non pas des fraises au mois de décembre. Ils ont dû également gérer un budget parce que là c'est un coût.
Hein, et ils ont dû également gérer l'appétence auprès des enfants, c'est-à-dire leur proposer quelque chose qu'ils vont aimer. Hein, donc vous voyez toutes ces compétences, et à travers tout ça, ben, ils ont fait des mathématiques, ils ont fait du français, ils ont rédigé, ils s'en sont même pas rendus compte, quoi. Hein, et ils se sont rendus compte des besoins qu'ils avaient pour pouvoir réaliser cette mission-là, qui leur tenait à cœur en plus, puisque leurs enfants, ils mangent à la restauration, etc. Ils ont dit, tiens, comment ça se passe concrètement? Voilà comment se passent les formations ici. On travaille sur des thèmes, sur des sujets. Régulièrement, ils ont des exposés à faire, ils font de la prise de parole devant le groupe, et je vous prie croire que pour certains, c'est pas facile, mais on y arrive avec persévérance. Chaque exposé, ben, on s'améliore. Hein, donc voilà tout ce que l'on peut vous proposer. Si vous êtes intéressé par la formation au Greta, il faut savoir que l'entrée et sortie permanente. Vous pouvez venir nous rencontrer le mardi matin, la coordonnatrice est présente. Donc elle peut vous recevoir, elle peut vous, voir avec vous vos besoins. Et par rapport à ça, après, on vous fait passer une petite évaluation, et puis vous pourrez rentrer en formation très rapidement. Dans les 15 jours qui suivent, vous pourrez rentrer en formation et bénéficier de tous les services que je viens de vous détailler. Eh bien, merci beaucoup. Un point de situation sur des travaux particuliers qui ont cours actuellement au musée Henri Matisse, avec le déplacement de la fresque peinte sur le plafond de la chambre d'Henri Matisse, et qui fait l'objet actuellement d'un travail de restauration très précis pour un déplacement dans une autre salle d'exposition. Le point avec les restauratrices en charge de cette opération. Alors aujourd'hui, nous accueillons deux restauratrices, Claire Bergeau et Claudia Sindaco, qui viennent réaliser une étude de faisabilité sur le déplacement du plafond, qui aura lieu prochainement, a priori au mois d'avril 2021. Et donc elles sont là pour faire un constat d'état en fait de l'état actuel du plafond et déterminer s'il y a des interventions de consolidation à réaliser avant le décrochage du plafond, donc qui aura lieu en début d'année prochaine. C'est un gros challenge, oui, parce que le plafond n'a pas bougé depuis 20 ans, au moment de son intégration et de sa restauration à l'époque, au moment de la rénovation du musée en 2002. Donc il n'a pas bougé depuis, donc elles sont là effectivement pour vérifier si l'état de conservation n'a pas trop bougé et pour effectivement déterminer quels vont être les moyens à mettre en place pour descendre le plafond, le décrocher, et ensuite le réinstaller dans sa nouvelle salle, puisque le parcours muséographique va changer dans le cadre du réaménagement du musée. Le sens de circulation aussi va être inversé. Donc voilà, le plafond va se retrouver à l'étage et on doit effectivement déterminer comment est-ce qu'on peut le déplacer pour le faire de manière sécurisée et le réinstaller du coup dans sa nouvelle salle. Alors pour l'instant on n'a pas de mauvaise surprise de ce qu'elles ont de ce qu'elles ont vu. Le plafond est plutôt en bon état et ne s'est pas dégradé de manière importante pendant les 20 ans où il a été présenté au musée. Il y a effectivement des petits soulèvements et des petits décollements de matière, mais qui ne sont pas graves et qui pourront être consolidés avant le déplacement du plafond. Et donc a priori voilà, il n'y a pas de grande difficulté pour l'instant. La grande difficulté sera effectivement plutôt le déplacement du plafond à l'intérieur du musée, puisqu'il est très grand. Il mesure à peu près 3,10 m sur 4,20 m. Donc effectivement, ce sera ça. C'est la problématique de savoir comment est-ce qu'on le déplace en toute sécurité. Voilà, ça ce sera déterminé après l'étude de faisabilité. Ce plafond, faut quand même en avoir conscience, était pas sur un plafond. Donc au moment où ça a été décollé, c'est pas nous qui nous en sommes occupés, mais ce qu'on a décollé, c'est la peinture de plafond, c'est pas le plafond. Et donc nous, on l'a reconstitué sur un support intermédiaire en fait, et qui donne l'illusion que c'est collé au plafond. Mais en fait, c'est collé sur un support mobile, démontable, comme on fait toute restauration aujourd'hui. On n'aurait jamais recollé directement sur un plafond. Et donc, dans ce projet qu'a le musée actuellement, la question c'est de savoir quelles sont les interventions préalables à la descente. C'est ce qu'on est en train de voir. Et ensuite, s'il y a des interventions peut-être plus esthétiques,
des traces de jaunissement, des choses comme ça, des poussiérages, qu'il faudra prévoir une fois que le plafond sera remis dans sa nouvelle salle. Voilà, c'est ce qu'on étudie. Voilà, donc au départ c'était un plafond donc, avec un badigeon de colle blanc et puis juste des traces de fusain, donc c'est extrêmement fragile. Et on regarde aussi s'il n'y a pas eu des petites pulvérulences du fusain, des petits décollements du badigeon, des choses comme ça. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez miraculeux quand même qu'on ait réussi à récupérer, même dans ce très mauvais état, parce que c'était dans un très mauvais état, cette peinture, tous les traits étaient là, hein, donc ce qui est important c'est les traits. Et tout autour, bon, ben, c'est le badigeon qui est plus ou moins un peu déformé, etc. Mais je trouve ce qui est miraculeux, c'est d'avoir retrouvé, d'avoir réussi à conserver ce dessin au fusain. Très beau dessin. Mais là, ça avait un petit côté exploit, parce que je pense qu'au moment où ça a été démonté de l'hôtel Regina, déjà, je pense que ça a été fait avec très rapidement. Je pense que c'est tout d'un coup, on s'est dit, ça ne peut pas aller à la casse. Et donc, il y a des gens qui sont venus le faire à ce moment-là, qui l'ont fait rapidement, et donc, qui n'ont pas pris toutes les précautions, mais malgré ça, ce qu'on voit, c'est que c'est là. Donc, moi, je suis, pour une fois, je pense que je suis vraiment épatée. Et c'était déjà documenté. Oui. La première fois que ça a été donc démonté, c'est déjà documenté. Donc on a pu aussi se servir de ces documents qui ont été conservés pour pouvoir travailler sur la restauration, enfin, et établir la restauration après. Donc ça, c'est... Est-ce qu'il y a une possibilité que ce ne soit pas faisable, ou est-ce qu'il y a un risque de détérioration de l'œuvre dans une manipulation comme celle-ci? Là, si ça n'avait pas été faisable, on n'aurait pas réussi. Ce qui était compliqué, c'est que quand ils l'ont démonté de l'hôtel, ils ont tout de suite recollé l'ensemble des morceaux, parce qu'ils ont coupé en 6 morceaux le plafond. C'était d'ailleurs bien, parce qu'ils ont quand même essayé de préserver les visages, tout ça, c'était pas mal fait. Mais ils l'ont recollé sur une grande toile, qui ensuite a été roulée. Et ça, c'était le plus compliqué, ça a été d'enlever ces morceaux de la toile roulée. Je pense que c'était plus compliqué que de l'enlever du plafond. En fait, si on avait eu directement le plafond, ça aurait été plus simple. Mais bon, ça s'est fait. Il y a des restaurations. Si votre question, c'est de savoir si toutes les restaurations sont possibles, la réponse est non. Tout n'est pas possible. Non. D'où la nécessité de préserver. Nous voici arrivés cette fois au 18 décembre avec la remise des diplômes aux étudiantes de la première formation d'aide-soignante du Cateau. Alors il faut se souvenir que c'est le résultat d'une action qui a été engagée par M. Serge Siméon, qui est couronné de succès à la fois puisqu'on a la chance d'avoir cette formation d'aide-soignante au Cateau, mais également aussi pour les stagiaires qui ont eu un taux de réussite de 100% à l'issue de cette formation. Félicitations à tous. Je suis Laurence Castel, donc directrice de l'IFAS du Cateau-Cambrésis. Aujourd'hui avaient lieu les résultats du diplôme d'État, donc sur une promotion de 12 élèves qui ont été accueillis en janvier 2020, première promotion. 12 élèves sont diplômés ce jour. Une formation qui se déroule sur 11 mois, donc avec 6 stages de 4 semaines, avec une alternance temps théorique et temps stage. Une année particulière dans le sens où c'est la première promotion à l'IFAS du Cateau, mais aussi particulière de par son contexte sanitaire, qui a modifié considérablement les organisations, les stratégies pédagogiques et les méthodes de travail. Et pour autant, une promotion très motivée, très investie, très rigoureuse, très sérieuse, et qui sont arrivés au bout du chemin, qui a été forgé de quelques étapes et qu'ils ont su surmonter malgré les conditions très très particulières. Voilà, c'est un grand honneur de diplômer 12 personnes de cette première promotion qui a commencé avec 15 élèves. Alors donc le centre hospitalier était aussi énormément impliqué.
Tout à fait, le centre hospitalier était impliqué déjà par la création de cette IFAS et puis nous accueillons nous au sein du centre hospitalier les élèves en stage tout au long de l'année dans nos différents services, nous et d'autres acteurs de la santé bien évidemment. Et c'est vrai que dès le mois de février dernier, donc au plus fort du Covid, les stagiaires ont accepté de venir renforcer nos équipes, ont changé leur lieu de stage pour pouvoir intégrer les services de l'établissement, y compris Covid, et aider les soignants de l'hôpital à prendre en charge tous les patients qui en avaient besoin. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment apprécié cette aide, on a apprécié également leur professionnalisme pour des jeunes personnes qui venaient d'entrer dans le secteur sanitaire, elles ont été remarquables et ce qui nous a aussi conforté dans leur intention et dans leur motivation de devenir soignantes, c'est qu'elles ont su effectivement s'adapter et continuer, ne pas abandonner cette formation et continuer cette formation tout au long de l'année et être chacune diplômée avec de très bons résultats. Donc voilà, on les félicite vraiment et on est vraiment très très fiers d'y avoir participé et de pouvoir aujourd'hui les diplômer et aussi pour certaines d'entre elles leur offrir un travail. Madame Julie, un petit mot ? Oui, nous on est ravis également d'être ici aujourd'hui puisque les nouvelles diplômées vont arriver sur le marché de l'emploi et on est en recherche en continu pour du personnel infirmier et de soignante. C'est très compliqué à recruter. Donc là aujourd'hui ça va nous permettre un nouvel élan et de les voir arriver dans nos services de soins en fait. Voilà. Je vais vous avouer aux spectateurs de Beffroi Vision, c'est un de mes meilleurs moments dans ma vie d'élu de maire depuis 2001. C'est l'aboutissement d'un combat difficile pour créer cette formation d'aide-soignante, à la fois pour que ces jeunes aient la chance d'avoir un débouché professionnel, et c'est ce qui va arriver, à la fois aussi pour ce besoin de territoire vis-à-vis de toute notre population. Les mots échangés, c'est beaucoup de valeur humanisme, d'aider les autres. Et finalement, ça a été un long combat pour obtenir cette formation, puisque les gros centres urbains freinaient quelque peu. Je rappelle qu'on est la seule IFAS qui a été créée, qui est un peu isolée géographiquement, mais on a fait beaucoup d'atouts à faire valoir, donc beaucoup d'équipements de santé, beaucoup de lieux de stage, et on a eu aussi la chance que le lycée Camille Desmoulins nous accueille. Je voulais qu'on soit ici. Pourquoi ? Parce que c'est un bâtiment qui appartient à la région, et c'est souvent là où on exerce que c'est le plus difficile d'obtenir. Ça a été compliqué d'intégrer l'IFAS au sein du lycée, mais on a eu la chance d'avoir toutes les équipes du lycée qui ont tout fait pour qu'on soit accueillis dans les meilleures conditions. Voilà, c'est quand même la formation qui aboutit à un diplôme qualifiant, mais qui aboutit pour ces jeunes dames à une réussite demain dans leur vie de tous les jours. Même si elles déménagent, même si elles évoluent pour différentes raisons, on leur aura donné la chance d'avoir une formation, puisque les élèves qui viennent d'ici viennent en gros du Cathésie, quelques-unes de l'Aisne. Mais donc c'est une belle réussite, et puis j'espère que l'année prochaine, au lieu de 15 places, on obtiendra 20. C'est un financement régional. Et de l'autre côté, l'année dernière, sous 2 semaines de publication, il y avait 51 candidatures pour 15 postes. Et cette année, on est à 80 candidatures pour un peu, en l'ouverture, le même nombre de postes, sauf si on arrive à avoir 5 postes de plus. Merci au pôle de santé, merci au lycée de nous accueillir, et maintenant elles ont leur avenir entre les mains, mais n'oubliez jamais qu'elles auront notre avenir entre leurs mains. Merci. Alors moi je suis Julie, une élève de la classe d'élèves d'aide-soignante et une des déléguées. Et moi je suis Camille, élève d'aide-soignante de l'IFAS et déléguée aussi. Voilà. Et toute nouvelle diplômée. Voilà, fraîchement diplômée. Alors vous ressentez quoi en ce jour merveilleux pour vous? Beaucoup de fierté. La consécration d'une année, c'est ça, de la joie, et puis fier de nous, un petit peu de nostalgie, et puis de toute la troupe. Un petit peu de nostalgie parce que c'est fini, on se sera bien
amusé. Bien travaillé. Et oui, on est hyper fiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors comment vous voyez les prochains mois? Bah, si tout va bien avec un contrat en tant qu'aide-soignante, avec un peu de chance. Ouais, c'est ça. Après, on fait... Moi, je sais que pour moi, c'est... On verra. On laisse le jour venir chaque jour. Et puis, ouais, j'espère un bel avenir en tant qu'aide-soignante et de belles rencontres. Et puis, rester humble et soi-même durant son métier. Voilà. Ouais. Et bien, encore félicitations, mesdames. Merci. Eh bien, c'est beaucoup de bonheur. Hein. On a assisté à une très belle cérémonie. Il y avait un grand élan après cette aventure d'une année où on a des stagiaires qui ont vraiment donné beaucoup d'elles-mêmes, notamment dans le cadre de la crise du Covid. Elles ont participé dès ce printemps aux soins des malades et ça a été quelque chose de très fort dans leur parcours. Et aujourd'hui, eh bien, on les voit récolter les fruits de leur engagement et ça fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Thomas ? Oui, alors écoutez, moi c'est vrai que j'ai pris le train en marche, comme on dit. Hein. Je suis arrivé en début septembre. J'ai vu un très très gros travail qui avait été fait avec entre la mairie, le conseil régional, l'agence régionale de santé. Monsieur Butin, mon prédécesseur, et Franck qui ont porté le projet. Donc moi je récolte deux choses. La première chose c'est le bonheur de voir une promo complète qui a été distinguée puisque les 12 aides-soignantes qui ont suivi l'ensemble de la formation ont été récompensées et ont obtenu leur diplôme. Et alors maintenant, la deuxième grosse pression, c'est que quand on arrive avec 100% des résultats, l'année suivante, on devra être très vigilant et aussi performant pour espérer avoir le même résultat avec la promo suivante, qui a priori serait montrée à 20 stagiaires dans le cadre des accords entre la région, l'Éducation nationale, l'Agence nationale de santé et nous. Eh bien, messieurs, merci. Merci. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. À tous les auditrices et tous les auditeurs de Beffroi Vision. Et nous serons toujours prêts à vous accueillir pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci, messieurs. Retour vers le passé avec la signature le 15 décembre de la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques, signée par monsieur le sous-préfet, par monsieur le directeur des finances publiques de l'arrondissement, monsieur Mordac, et puis le président de notre communauté d'agglomération, monsieur Serge Siméon. Vous allez voir que c'est un sujet qui nous concerne directement. On vous en dit plus. Suivez le reportage qui va suivre. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette réunion ? Il faut retenir que le dialogue est toujours la voie à privilégier pour aboutir à des solutions intelligentes. Et que sur ce dossier que nous avons signé cet après-midi, qui concerne la réforme du réseau des finances publiques, c'est par le dialogue, par la concertation, que nous avons pu, avec les élus, avec les territoires, trouver des solutions qui aujourd'hui font autorité et permettront d'avoir un service public totalement modernisé, rénové au profit des populations et des collectivités. Qu'est-ce que nos populations attendent de ça exactement ? Il s'agit, à travers cette réforme des trésoreries, de maintenir dans les territoires des capacités d'accueil où les populations pourront venir s'informer sur tout ce qui touche à la fiscalité, tout ce qui touche aux impôts. Elles pourront également demain faire toute une série de démarches dans les bureaux de tabac, chez les buralistes, qui désormais sont agréés pour payer des factures notamment. Donc c'est vraiment du service public qui se met à disposition des habitants et non pas les habitants qui doivent s'adapter au service public. Donc c'est une réforme ambitieuse. Je crois qu'elle a été bien préparée. Elle n'a pas été simple, parce qu'entre la copie de départ et la copie d'arrivée, il y a eu parfois un petit peu de réaction épidermique. Et encore une fois, comme je le disais à l'instant, le dialogue a permis de trouver des solutions tout à fait apaisées. Alors vous nous rassurez que nos habitants ne feront pas des kilomètres pour faire des démarches ? C'est exactement le contraire, puisque nous avons fait de la présence des services de l'État, des services publics, une priorité dans cet arrondissement comme dans le département. D'ailleurs, à l'initiative de l'État ou en partenariat avec le conseil départemental, par exemple,
puisque nous développons depuis maintenant plusieurs mois des structures que l'on appelle des espaces France Service, qui permettent à tous les habitants, à 20 minutes en moyenne de chez eux, de trouver une structure qui pourra les accueillir, les informer, les orienter sur toute une série de démarches de la vie courante, les retraites, les impôts, les cotisations, les papiers d'identité, des conseils juridiques, des conseils fiscaux, au plus près des territoires, dans le Cambrésis. Alors une réunion importante puisque nous avons signé à Troyes, le sous-préfet, le président de la communauté de communes et moi-même, une charte d'engagement, c'est-à-dire un engagement qui est pris par le réseau des finances publiques dans le département du Nord pour garantir que durant ces 6 prochaines années, nous serons présents à travers l'aide aux collectivités locales, avec des conseillers aux décideurs locaux qui seront installés à Caudry ou Cateau-Cambrésis pour aider les collectivités dans leur budget et leurs comptes, mais également aussi avec un service de gestion qui sera à Caudry, qui traitera l'ensemble des sujets de paiement, de recettes. Et en plus, des accueils de proximité pour les usagers qui pourront aller dans plusieurs communes, prendre rendez-vous. Nous viendrons aussi des déclarations de campagne d'impôt sur le revenu, les campagnes d'avis. Et puis les usagers pourront aussi, s'ils veulent encore payer en liquide, aller chez des buralistes. Il y a 8 buralistes dans la communauté d'agglomération qui accueilleront les paiements en espèces. Voilà. Donc c'est l'idée de dire on est présent dans les territoires et on va augmenter même le nombre de fonctionnaires présents à Caudry et dans la ville du Cateau-Cambrésis. Mais qu'est-ce qui a entraîné cette réforme exactement ? Alors il y avait 2 raisons. Cette réforme a été lancée par Gérald Darmanin il y a maintenant 2 ans, quand il était ministre du Budget, de dire il y a des évolutions dans le système fiscal. La taxe d'habitation va disparaître, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, il y a des paiements sur Internet, donc la relation avec l'usager change. Et donc, il faut se centrer sur les populations qui ont besoin, qu'on les assiste, qu'on les aide. Mais ce n'est pas vrai toute l'année, c'est à certains moments où il faut être vraiment présent et toujours être capable de répondre dans les 48 heures aux demandes des uns et des autres. Et puis, l'idée aussi d'améliorer le conseil, d'approfondir plus exactement le conseil aux élus locaux pour avoir des cadres dédiés qui soient directement en lien avec eux. Voilà, donc il y a l'accueil de proximité des usagers au bon moment, au bon endroit, et l'accueil de proximité des élus locaux. Alors, quel est le mot que vous pouvez lancer à nos populations pour les rassurer exactement ? Que le service public des finances est toujours là, et que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisqu'on s'est engagé pour 6 ans sur nos permanences, sur notre présence et sur nos conseils. C'était une réunion qui est le terme d'un processus long. C'était la réforme des finances publiques, une réforme de l'État, qui, je dois l'avouer, au début a eu beaucoup de frictions, de tensions, et Beffroi Vision l'a relayé ainsi que les médias, puisqu'on ne voulait pas supprimer le rôle de l'État sur nos territoires. Et après moult discussions, moult manifestations, mais aussi après que le dialogue se soit installé, on a abouti à un beau projet. À Cambrai restent les services de la perception plus de fiscalité. À Caudry, une recette perception et aussi la fiscalité. Et des ambassadeurs sur 5 communes dans le Cateau, à la maison d'accueil du public, plus 2 postes de comptables, l'un ici à l'Agglo pour tout le territoire du Caudrésis, et l'autre, nous allons visiter le bureau au sein de la mairie du Cateau. Mais le dialogue s'est quand même accentué, puisque vous savez qu'on a un pôle de santé unique, on travaille très bien avec Cambrai. On a ouvert le débat à Paris, j'ai ouvert le débat avec l'hôpital de Douai et l'hôpital de Semin. Donc on aura une recette spécialisée hospitalière. C'est l'enjeu, nous, de notre territoire, où c'est tout l'aspect comptable des hôpitaux précités qui vont être gérés. Ça fait venir 12 personnes à peu près, alors qu'avant on avait 4-5 agents au Cateau, mais avec une spécialisation hospitalière, puisque la comptabilité est très différente. Il y a beaucoup de protocoles, on gère à la fois du public, du semi-libéral, de l'activité. Donc c'est un renforcement en pôle de santé pour la ville du Cateau et pour son territoire. Donc je vous assure, c'est un plus. Dès lors qu'on a une maison d'aide-soignants, du public, du privé, on a une image très forte au niveau de l'Agence régionale de santé, une reconnaissance. Donc c'est un plus, comme quoi quand on est ensemble, quand on est unis, Monsieur François-Xavier Hélin, maire de Cambrai et président de l'Agglo, m'avait donné cette mission d'unir tout ce territoire, surtout en matière de santé. Et nous avons abouti à cette signature aujourd'hui dans un cadre de contrainte et de repli de l'État. Là, nous n'avons pas eu de repli, nous avons un plus pour ce territoire. Si vous suivez l'actualité, c'est le seul arrondissement qui a réussi ce challenge. Parce que là, à côté de l'intersyndicale, les élus se sont mobilisés et on a réussi. Voilà.
Alors, quels sont les mots que vous pouvez lancer pour essayer d'apaiser les inquiétudes de nos populations et par rapport au déplacement pour toutes ces petites opérations? Toujours avoir la foi, toujours avoir la confiance. Et je disais, le DGRFIP, le directeur régional des finances publiques, je lui disais au début, il fallait toujours au combat, et après il y a la phase de dialogue. Ne pas oublier le dialogue. Et nous avons réussi comme je l'ai expliqué au conseil municipal, sur les horaires de la Poste. Au Cateau, c'est du lundi au vendredi, avec un peu de changement d'horaire, au lieu de 8h45, c'est 9h, mais on ouvre le samedi. Et on a dû prendre en compte le cycle du personnel qui travaille des 35 heures. Mais on rouvre le samedi matin. Et tous les jours, la Poste sera ouverte. Mais il faut y croire, mais il faut être présent, il faut y aller, il faut prendre les dossiers. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, notre société, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines. Bien. Voilà, il faut avoir la foi. Voilà, et quand on est élu, il faut qu'on ait toujours la foi, parce qu'on ne travaille pas pour soi, on travaille pour nos populations derrière. Même si certaines thématiques, comme le trésor public, la population ne s'est pas fortement mobilisée. Mais quand on est élu, on doit avoir une vision stratégique du territoire et de sa commune. Voilà. Et puis moi, j'avais la vision aussi à porter pour cette agglomération dont on se trouve ici. C'était important. Dernier point des affaires administratives, avec la dernière réunion du conseil communautaire de la communauté d'agglomération qui s'est tenue le 16 décembre à Caudry, au Val du Rio. Une occasion d'aborder le problème des gens du voyage avec la réhabilitation de leur centre d'accueil à Caudry, d'évoquer le fonctionnement des centres aquatiques de Caudry et le Cateau et d'adopter diverses subventions, diverses délibérations portant sur des subventions accordées aux communes de notre communauté d'agglomération. On vous en dit plus dans quelques instants. Donc nous sommes au Val de Rio où nous avons une réunion du conseil de la CA2C. C'est ça, c'est le conseil de l'agglo, Caudrésie-Catésie. Donc ça faisait longtemps que vous n'étiez pas regroupés ici? Ah ben là c'est le conseil plénier. Après vous avez un conseil exécutif, le président, les VP, vous avez une conférence des maires. Et là on ne s'était pas réunis, non pas si longtemps que ça, le 13 octobre, la dernière réunion. Alors en respectant évidemment toutes les barrières? Ben, c'est pour cela qu'on choisit, et je remercie la mairie de Caudry de nous prêter cette salle. Vous avez vu le décalage, le port du masque, les produits et tout le protocole. Alors, parmi les questions importantes, réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage. Pourquoi prévoir en 2021 cette réhabilitation? Ben, c'est une très bonne question, parce que l'aire d'accueil des gens du voyage à Caudry est c'est vrai, limite en grosse difficulté. Et nous avons la chance que le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, accorde une enveloppe de 20 millions d'euros au niveau national pour les aires d'accueil des gens du voyage. Parce que vous savez que certaines communes ou agglos freinent à réaliser ce type d'équipement, alors que c'est une obligation légale. Et l'agglo a pris cette compétence. Et on avait l'aire d'accueil de Caudry qui nous pose beaucoup de soucis en termes d'hygiène, d'accueil, etc. Donc, c'est une grosse enveloppe, mais en plus, on est poussé à agir puisqu'on a un décret qui sort le 1er janvier 2021 qui définit des nouvelles normes et que si on ne les fait pas, on n'aura pas de participation à l'année sur l'exploitation, les coûts d'exploitation. Et on peut avoir une subvention à hauteur de combien? Nous, on n'est pas des gourmands à l'agglo, on peut aller jusqu'à 80, on a demandé 80. Et j'ai déjà prévu le sous-préfet, sinon on ne fera pas les travaux. Voilà, puisque c'est l'État qui nous impose, l'État doit venir au secours de cela. Très bonne chose. Modification des activités proposées, c'était Joseph, au niveau des centres aquatiques. Ben on pense réouvrir, si tout va bien avec le Covid, l'activité des centres aquatiques le 20 janvier. Avec un rajout de... Avec un rajout et une potentialité d'étendre certaines activités avec à la fois les particuliers, mais aussi à la fois avec le club aquatique. D'accord. Voilà, donc c'est un plus comme animation. Alors là, ça nous intéresse. La CA2C vient d'approuver un nouveau bail, donc à Ors. Oui, alors c'est un vaste projet. Vous savez que la CA2C, par des transferts de communautés de communes ou d'agglos, est propriétaire du musée. Non, là vous parlez de la restauration. Tout à fait. Vous parlez de l'autre côté, vous êtes déjà attiré par la nécessité de vous... D'aller manger. Voilà, donc je serai court. Il y a un restaurant qui est dans la forêt, au-dessus du musée Owen, hein, un restaurant où on mangeait bien et que le bail vient de s'arrêter. Donc on a trouvé des repreneurs, puisqu'il appartient
à la CA2C. Donc les repreneurs vont reprendre officiellement au 1er mars. Donc le conseil communautaire m'a autorisé à re-signer un bail où on a adapté un peu les loyers à la réalité du terrain. Et donc si on traverse, il y a de gros projets. Vous avez un gros projet, vous avez le musée Owen, vous avez ce qu'on appelle toujours nous le bâtiment 216, où nous sommes propriétaires, c'est un grand bâtiment en transversalité. Nous avions souhaité à l'armée de devenir propriétaire des autres bâtiments, parce que je rappelle le conflit qu'on a eu avec l'armée, j'ai pas beaucoup de chance en arrivant quelque part. On entretenait le chauffage, les chaudières, tous les équipements, et l'armée voulait les reprendre, j'ai pas trop bien compris, alors qu'on était prêt à acheter ces bâtiments. Je parle pas des 200 hectares de chasse où certains se libèrent dans la semaine. Donc ce bâtiment 216, on veut le reprendre complètement pour faire un site d'accueil touristique de haut niveau. C'est-à-dire, il y aura l'office du tourisme en son rez-de-chaussée, il y aura une salle de réunion, un petit musée de la mémoire 14-18, parce qu'à Owen, il n'y a rien. Vous amenez des jeunes, on ne voit pas des tenues de soldats, des casques, donc on va essayer de créer ça. Et des possibilités d'accueil pour les groupes à l'étage avec des lits et possibilités de dortoir. Donc c'est un vaste projet. De mémoire, il fait un peu plus de 660 000 €. On a ouvert les plis. À la région, je l'ai défendu dans le cadre d'un organisme qui est le Pradet. La région nous accorde déjà 50%. Et comme à la région, on a fait aussi un plan de relance, j'ai arrivé à glisser ce projet dans le cadre du plan de relance développement touristique, 10% de plus si on réalise au premier semestre les travaux. Donc on part déjà avec 60% d'aide de la région, c'est bien pour un secteur rural. Et n'oubliez pas que le tourisme aussi crée de l'économie et crée de l'emploi après, et donne une image à un territoire. Question suivante, donc vous avez indiqué que vous allez continuer à aider la petite enfance. La petite enfance, on a repris, c'est Henri Cognot qui est vice-président, on a repris tous les secteurs de la petite enfance. Il y a les crèches, il y a les garderies, il y a d'autres mesures, mais surtout notre territoire. Vous savez, c'est une compétence, c'est énorme, et vous n'avez pas beaucoup d'agglos qui ont ça. Quand on dit que nous, on fait beaucoup, il y a la petite enfance, il y a les espaces verts, il y a tout ça qu'on ne retrouve pas dans les grosses agglos. Nous, la particularité, c'est que notre agglo, elle est essentiellement à vocation rurale. Donc ça permet aussi de bien accueillir dans les mêmes conditions. Et donc là, on a voté les budgets et puis les demandes de fonds à la CAF. Et tout le monde l'a approuvé? Tout a été approuvé. Bon, on a réussi à équilibrer entre le Caudrésie, Avesnes, le Catésie, tous les territoires, après Ribambelle, des crèches un peu tournantes et tout ça. Donc c'est bien. C'est une très bonne chose que les gens ne se rendent pas compte. Mais si l'agglo n'était pas là, on ne pourrait pas développer ce type d'équipement. Après modification du régime d'aide à l'immobilier d'entreprise, donc la CA2C aide. On aide à l'immobilier d'entreprise, à la construction, à la reprise de bâtiments, avec des nuances si c'est l'entreprise qui crée ces bâtiments, qui reprend, avec des nuances si c'est une société civile immobilière ou autre. Donc on a rétabli un peu nos aides, un peu plus à la hausse, mais avec une idée aussi d'intégrer pour certains bâtiments la notion de développement durable liée au courant écologique actuel. Et de la même façon, vous avez continué à aider les commerçants qui mettent un dossier. Là, on a passé plusieurs dossiers d'aide aux commerçants. En général, on est annuellement dans une enveloppe de 200 000 € pour la ville du Cateau, parce que il y a Caudry, il y a toutes les communes. J'en citerai deux. La reprise du magasin Valère par Madame Vienne, qui va bénéficier d'une légère subvention, c'est 3 300 €. Et puis notre élagueur professionnel qui habite rue Sédou, qui lui a fait des acquisitions de matériel, à peu près 30 000 €, qui va toucher un peu plus de 9 000 €. Voilà les aides. Ce sont des aides directes que l'on fait régulièrement, et ça nous fait un budget de 200 000 €. D'accord. Alors, extension sur Bertry, point positif. Oui, c'est le transporteur Jacquemin qui veut s'étendre, qui veut prendre 3000 m² supplémentaires, et on lui a vendu au prix, au tarif que l'on fait pour les terrains. Donc c'est encore une bonne nouvelle, parce que qui dit extension dit souvent création d'emplois et recherche. Et la dernière bonne nouvelle pour terminer, vous avez parlé évidemment du Cateau et puis de Trémois. J'ai parlé de Trémois avec la subvention de l'État dans le cadre de relance du plan économique, mais
liés à l'automobile. Il faut savoir qu'il y avait 810 projets, 150 ont été éligibles et Trémois une subvention de 560 000 €, c'est quand même conséquent, pour le développement des voitures électriques, mais aussi avec un autre volet qui est quand même considérable, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. Et puis la dernière nouvelle qu'on a appris par votre presse aujourd'hui, c'est la SASA, Société de Silicone Alimentaire, qui en page régionale vient d'annoncer qu'elle a repris une start-up dont le siège est à Paris, qu'elle a racheté et qui va développer des projets. Donc c'est rassurant et ça donne un peu de soleil en ce moment. C'est vrai que l'année 2020 était un petit peu compliquée. Très compliquée, avec en hommage tout au début à notre collègue le maire de Kiévi, qui est décédé pour moi trop rapidement. Alors, on va peut-être maintenant enlever votre casquette de président et puis parler un petit peu du CATO. Est-ce que vous allez faire vos vœux cette année ? Cette année, exceptionnellement, je ne ferai pas les vœux au théâtre parce que rassembler 300 personnes, c'est pas raisonnable dans la situation actuelle. Donc il y aura toujours la rétrospective de ce qui s'est déroulé cette année, avec bien sûr teinté beaucoup de Covid et d'annulation. Et puis si vous m'acceptez, j'irai dans vos locaux on fait ça. Questions-réponses comme vous m'avez fait, mais je me demande, c'est pas moi qui va vous poser les questions et vous aurez à me répondre ce jour-là. Très bien. Tous mes meilleurs vœux à vous toutes et tous. Alors je laisse la parole à monsieur le maire de Caudry, à Fred. Voilà, et puis vous avez Jacques Olivier qui attend derrière aussi. Merci. Bonne soirée à vous tous, et puis merci toujours à Beffroi Vision, à Claude, à toi et à d'autres d'être présents. Merci à vous. Alors monsieur le maire, non là c'est pas monsieur le maire, c'est monsieur le vice-président. Oui. Donc c'est Fred, Bruno. C'est Fred, entre nous. Alors là Serge nous indiquait qu'il y a eu des subventions qui ont été données au niveau des entreprises, mais également au niveau des commerçants. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Oui, donc en fait on a décidé avec Serge il y a quelques années de verser des aides aux commerçants, aux entreprises, aux indépendants. Donc en fait quand un commerce s'installe, donc il y a une aide à la création. Donc c'est 25% de l'investissement des dépenses éligibles qui sont pris en charge par l'agglomération. Donc ils sont versés sous forme de subvention pour un commerce qui s'installe. Par exemple, vous avez un salon de coiffure, vous installez, vous avez 10 000 € de dépenses éligibles pour l'aménagement de votre salon. Nous, on va prendre 25% de ces 10 000 € à charge et on va vous les verser en subvention. Et un dossier qui doit être déposé à la CDAC ? Il faut simplement faire une demande et puis après donc, on paye sur présentation de facture. Voilà, tout simplement. Et donc, ça c'est la première. Oui. Et ensuite, on a une aide au développement. Donc une fois que vous êtes installé, vous voulez vous développer. Par exemple, vous voulez racheter une nouvelle machine d'impression, une nouvelle machine de broderie. Donc vous investissez dans du matériel. Là, on va prendre en charge 30% de ces dépenses de développement. Et donc là, il y a pas mal d'entreprises du coin qui en ont bénéficié. Oui, tout à fait. Il y a des commerces de Busigny, on a vu le commerce de Basuel, je pense. Oui, plusieurs commerces qui en ont bénéficié. Évidemment, tous les commerces de l'agglomération. Monsieur le maire a évidemment parlé du CATO. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il n'y a pas qu'au CATO. Non, il n'y a pas qu'au CATO. Il y en a pour tout le monde et c'est ça qui est bien. C'est vraiment une politique qui est juste. Alors ici, on termine un petit peu l'année. Bon, année très difficile. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à nos auditeurs ? Moi, je leur souhaite de retrouver une vie sociale. C'est hyper important. Les gens du Nord sont des gens qui sont très sociaux. Qui aiment vivre en société, qui aiment se retrouver, faire la fête, alors faire la fête noblement, c'est pas des beuveries. Voilà, et j'espère que tous on va pouvoir retrouver ces moments d'échange, de communion, où on peut se ressourcer, on peut échanger calmement, etc. Parce que je pense qu'on en a tous marre de vivre dans un cercle très réduit, et puis voir ses amis, puis voir sa famille. Donc voilà tout ce que je souhaite à tout le monde, et puis de garder la santé. Parce que malheureusement, j'ai une pensée émue pour Daniel Blairon, notre collègue maire, et puis également pour monsieur le maire de Hunchy, Bertrand, qui ont été... Alors Daniel, malheureusement, il a perdu. Bertrand lui a gagné contre la Covid. Et j'espère, messieurs, dames, que vous pourrez tous bien vous porter et qu'on en finira avec cette saloperie qui nous plombe. Qui nous plombe économiquement, qui nous plombe moralement, et puis qui nous plombe tout court. Tout à fait. Donc 2020, année de bras. Vivement 2021, j'espère qu'on ne fera pas encore la même rime. Ouais. Voilà, j'espère que 2021 sera une très très bonne année. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon courage. De rien, merci.
Dernière chose enfin, nous allons terminer sur une touche un petit peu plus artistique ce journal, avec la présentation d'un tapas océanien. Alors de quoi s'agit-il? On ne va pas se livrer à un petit quiz. Il s'agit d'une étoffe végétale qui va être présentée dans le cadre de l'opération Une semaine, une chose du musée Henri Matisse, qui garde son activité malgré les périodes difficiles et la fermeture qu'ils connaissent depuis longtemps. Une occasion pour vous de découvrir le voyage qu'a fait Henri Matisse en 1930 à Tahiti, dont il est revenu avec de nombreuses idées. Vous allez le voir dans le reportage que l'on vous présente. Lorsqu'en 1930 Henri Matisse séjourne à Tahiti, il déniche des étoffes végétales appelées tapas. L'exemplaire conservé au musée Matisse est en écorce d'arbre battu et orné de motifs géométriques de 3 couleurs d'origine naturelle, noir, ocre et le brun de l'écorce. Dans un quadrillage, 2 motifs s'alternent, une croix et un ovale aux extrémités pointues. Ce tapas, d'apparence abstraite, est en fait une scène de pêche où les formes oblongues sont des poissons et les croix sont des oiseaux. Le rapprochement est frappant entre les tapas collectionnés par Matisse et la découpe des vitraux latéraux de la chapelle du Rosaire de Vence, édifice qu'il considère comme son chef-d'œuvre. Quelques brèves pour terminer ce journal. Une brève concernant la médiathèque. À l'heure où se tourne la page de cette drôle d'année 2020, la médiathèque est heureuse de pouvoir vous accueillir dans des horaires habituels. Elle a revêtu ses habits de fête et vous permettra de découvrir de nombreuses nouveautés en matière de littérature, de polar, de bande dessinée ou de documentaire. N'hésitez pas à pousser la porte. Les fêtes de fin d'année sont généralement des instants propices pour redécouvrir des choses qui vont vous permettre de nous évader, sortir de la grisaille du quotidien. Enfin, une dernière brève, mais cette fois-ci beaucoup plus pratique et bien loin des préoccupations littéraires, mais qu'on ne peut ignorer. Il s'agit de la fermeture de la déchetterie du Cateau, qui sera fermée le 31 décembre à 12 h. La fête profite à tous. Enfin, et pour conclure, permettez-moi de vous présenter, au nom de toute l'équipe qui œuvre avec moi, vous présenter le mieux possible votre journal hebdomadaire. Nous tenons à vous présenter les meilleurs vœux pour l'année 2021, de très bonnes fêtes de fin d'année, et surtout que cette année soit 2021 qui s'annonce ne soit pas au diapason de l'année 2020. Portez-vous bien. À très bientôt.